يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, bonne année, une année importante 2024 puisque J-7, le compte à rebours, a débuté la semaine prochaine, lundi prochain, à 21h heure algérienne. L'Algérie entrera en compétition en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Premier adversaire, l'Angola. Et puis je rappelle, année 2024 importante également avec de nombreux défis sur le plan sportif. Il y aura la Coupe d'Afrique des Nations de handball et les Jeux Olympiques. On aura l'occasion d'en reparler, mais avant tout, on va revenir sur le match de l'Algérie contre le Togo. On va se projeter sur le match contre le Burundi et on parlera de nos adversaires, l'Angola, la Mauritanie, mais surtout le Burkina Faso, qui reste l'un des adversaires, l'outsider dans ce groupe et qui pourrait contrarier les plans de l'Algérie. Dans des hauts et des bas, on reviendra sur ces critiques qui ont fusé. Jürgen Klopp, qui souhaite que Mo Salah, même si c'est dit avec beaucoup d'humour, soit éliminé le plus rapidement possible pour récupérer ses joueurs. 10 joueurs ont décliné l'invitation de rejoindre leur sélection, préférant accorder la priorité à leur club. Et on reviendra sur le tirage au sort de la Coupe d'Algérie, avec déjà une grosse affiche. Ça aurait pu être une finale de Coupe d'Algérie. JS Kabylie, Chahab Briati de Belouizdad. Aujourd'hui, notre invité, Maziane Iril, bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Merci d'être notre premier invité de l'année 2024. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Maziane Iril, pour les plus jeunes qui ne vous connaissent pas, vous, c'est vraiment la palette complète dans le monde du foot. Joueur, international, entraîneur national, dirigeant, directeur technique, vous connaissez très bien. Vous avez tout fait, consultant également. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci, bonne année à toutes et à tous. C'est vrai que j'ai connu un peu, j'ai fait un peu tous les métiers du football et enfin, c'est bien, mais ça ne me monte pas à la tête. Ça enrichit, ça enrichit. Ça enrichit. Ça enrichit, mais ça ne me monte pas à la tête pour autant. Tout à fait. Sidi Ahmed Redis, bonne année également. Bonne année, Mahmoud. Merci, heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de 2024. Et bonne année, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, l'événement, bien évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'équipe nationale, on va parler de la disparition d'un monument du football allemand, d'un monument du football mondial. Et en une semaine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en une semaine, parce qu'il y a 3 joueurs dans le monde qui ont gagné en tant que joueur la Coupe du Monde et en tant que sélectionneur. Zagallo, le Brésilien, qui nous a quittés à l'âge de 92 ans, et aujourd'hui, Franz Beckenbauer. Le troisième, c'est Didier Deschamps. Lui est toujours en activité. Franz Beckenbauer, pourquoi je parle de lui? Parce que c'est vraiment le Kaiser, comme on l'appelait, l'empereur, qui a révolutionné ce poste de libéraux. Également, ça reste un leader, un grand patron. Tout ce qu'il a touché, il a transformé en or. Ah, tout à fait. Il y a des gens qui marquent leur passage, et il y a des footballeurs qui marquent leur passage et l'histoire. Il fait partie des hommes et des footballeurs qui ont, à un moment donné, inscrit leur nom en lettres de noblesse dans le monde du football. Beckenbauer, c'est un joueur exemplaire, c'est c'est une icône du football mondial. Et puis bon, sur le plan du jeu, il a apporté ce qui fait qu'aujourd'hui, il a été un des initiateurs du football total. Déjà parce que sa participation en tant qu'arrière central, à l'époque on disait libéraux, libéraux qui se mettaient derrière l'arrière central, lui apportait un peu la suprématie et le surplus du nombre au milieu de terrain, en intégrant le milieu de terrain. Et ça a surpris beaucoup de sélections parce que généralement les deux hommes, les deux axiaux ne montaient pas souvent, étaient tout le temps cloués l'un à côté de l'autre pendant toute la partie. Beckenbauer, lui, a révolutionné le football comme l'a fait l'arrière-gauche anglais Cooper à l'époque, comme l'ont fait d'autres joueurs, soit au milieu de terrain, on attaque, chacun a apporté, à un moment dans l'histoire, il a apporté quelque chose de nouveau qui a fait avancer le football. Alors, également super palmarès, 3 Ligues des Champions, Coupe du Monde en tant que joueur 74, finaliste 86, vainqueur 90. Il a joué au Cosmos avec Pelé, je rappelle, au moment où les Américains voulaient lancer le football. Il a été, les championnats, j'en parle pas, les Coupes d'Allemagne avec le Bayern de Munich, son club de toujours. Il a été patron du Bayern de Munich et organisateur de la Coupe du Monde en Allemagne. Je rappelle, c'est lui le patron du comité d'organisation. Si vous êtes beaucoup plus jeune, vous deviez garder une image de
Franz Beckenbauer, ce serait laquelle? La seule image que je n'ai pas eu la chance, comme vous, de l'avoir vu jouer, c'est vrai que, comme l'a dit Mosianeri... Il fait partie, Mosianeri, il est arrivé tout juste derrière, mais c'est la même génération. Oui, c'est la même génération. Il a joué déjà en Coupe du Monde 66 en Angleterre. Ouais. Donc moi, je n'ai pas eu cette chance, mais à travers les vidéos, il y a une image qui est marquante de Franz Beckenbauer. C'est lors de la Coupe du Monde, le jour où il s'était blessé à l'épaule. 1970. Exactement, il n'a pas voulu sortir, il a terminé le match contre avec l'Italie. Une écharpe. Et ils ont fini champion. C'était la clavicule. C'est l'épaule. Je pense que c'était la clavicule. Ouais. Il avait tenu avec une écharpe. Avec une écharpe, et il avait terminé le match. Demi-finale qui restera dans la mémoire. 4-3. Face à l'Italie. Face à l'Italie, voilà, la squadra. Exactement. Et en finale, l'Italie, rappelons, on va juste le dire, avait été battue. Et malheureusement, par la suite, le football a complètement changé. Et cette notion de libéraux, comme le disait Mosianeri, les stoppers, a disparu, laissant place à une défense plate. Exactement. C'est l'évolution par la suite du football. Il y a des hommes comme ça qui marquent l'histoire. Vous avez Pelé au Brésil, il y a Beckenbauer, Müller. En Allemagne, il y a eu Cruyff, Platini en France et en Hollande. Zidane, il y en a eu tellement. Mais il y a des spécificités comme ça, des joueurs, des footballeurs qui ont été à un moment dans l'histoire du football, ils ont permis une avancée dans la pratique du foot. Eh bien voilà, c'était l'hommage qu'on rendait à Franz Beckenbauer, le Kaiser, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 75 ans. Malade, vraiment malade. Il est 78 ans, pardon. Il est décédé aujourd'hui. L'événement de Stade 24 aujourd'hui, c'est l'équipe nationale. Alors avant d'aller dans l'analyse, de revenir sur le résultat, sur la compo d'équipe, on va revenir sur ce match contre le Togo. C'est un sujet préparé par Sid Ahmed Redis. Pour ce premier match du stage de préparation au Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie de Djamel Belmadi a affronté l'équipe locale du pays au stade de Lomé. Les Fennecs ont été au rendez-vous en remportant une belle victoire 3-0, notamment grâce à un doublé de Ben Sebaini et un but de Slimani, tous inscrits de la tête. Pour cette rencontre, le sélectionneur a opté pour un 11 de départ assez classique avec sa ligne de défense habituelle, Ben Sebaini et Mandi dans l'axe et Atal et Nouri sur les côtés, accompagnés de Mandrea dans les buts. Au milieu de terrain, nous avons pu retrouver Ben Taleb, Ferrouli, avec un Ben Nassar de retour pour la toute première fois depuis mars dernier, suite à sa blessure au genou. Le compartiment offensif a également été assez basique, avec Mehrez à droite et Slimani en pointe. Seule particularité, Ounas à gauche, lui qui évolue habituellement de l'autre côté. Djamel Belmadi a tâché de faire jouer une très grande partie de son effectif en effectuant une dizaine de changements. Houssam Aouar a bien fait son retour, il est complètement remis de sa blessure, ainsi que Youssef Belaili qui a joué ses premières minutes avec le maillot des Verts depuis mars dernier. Ce premier match ayant été une réussite, l'Algérie reviendra demain dans ce même stade de Kégué à Lomé pour son second et ultime match de préparation contre le Burundi avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations et son entrée en lice lundi prochain face à l'Angola. 3-0, c'est bon pour la confiance face au Togo à prime. Je rappelle que les conditions ont changé. Sur les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations, c'était le Qatar. Cette fois-ci, c'est le Togo pour se mettre dans les conditions de la Côte d'Ivoire. Le choix du pays, le choix de l'adversaire, le score. C'est bon avant le début de la compétition, tout cela. Ah, tout à fait. Je crois que le sélectionneur a eu le temps nécessaire pour réfléchir à la façon de planifier, en tous les cas, le déplacement et la participation de l'équipe à la CAN. Je crois qu'il a fait le bon choix d'aller d'abord au Togo pour s'acclimater. Enfin, pour tous les nouveaux qui n'ont jamais participé à une Coupe africaine, c'est de découvrir en fait les conditions réelles en Afrique. Et même si ils ont eu peut-être à jouer 1 ou 2 matchs pour la plupart d'entre eux, et puis il y a eu aussi ceux qui ont déjà l'expérience et qui sont là depuis qui ont participé à plus d'une ou 2 ou 3 même coupes africaines. Donc la planification a été respectée. On a fait du bon travail. Ils ont fait du bon travail à Alger pour une mise à niveau de façon générale, un travail sur le plan athlétique. Il y a peut-être un travail individuel qui a été fait pour certains. Et puis bon, là on est dans un travail spécifique au Togo. Ce sont les conditions de la compétition. Et là on met en place une stratégie, la façon d'évoluer durant
les premiers matchs du tournoi. Vous le dites, la façon d'évoluer. L'entraîneur national le disait, après je me tournais vers vous, c'était un maître 10, lors 2019, du sacre de 2019, le choix, notamment au milieu, le choix de Guedioura en sentinelle, l'entraîneur le disait en conférence de presse, c'est durant le stage, c'est là où j'ai pris ma décision de jouer sur cette configuration-là. C'est le cas cette fois-ci sur le match contre le Togo, sur l'équipe alignée. D'autant plus qu'il me semble que depuis quelque temps déjà, après la Coupe d'Afrique, on a été champion d'Afrique, il y a toujours eu un petit problème de sélection au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu... Il y a eu beaucoup de changements parce que le sélectionneur n'a pas trouvé le trio qu'il fallait. Donc il a fait des tentatives. C'est son gros chantier. En fait, non seulement il faut trouver des éléments avec d'autres capacités, d'autres atouts techniques et physiques, et il fallait surtout aussi trouver la complémentarité entre les trois. Et entre les trois et le reste de l'équipe. Donc, et là, je pense que le sélectionneur a eu du mal, en tous les cas, à trouver, à être convaincu qu'il a son trio au milieu de terrain, parce que c'est important. Là, il continue encore à chercher. Il cherche encore ? Il cherche, il me semble. Il a une idée un peu sur les potentiels partants, mais je crois qu'il y a encore de la place à la réflexion concernant un poste au milieu de terrain. Notamment avec l'incertitude dont a été, après la blessure de Ben Nasser, ça a été un peu plus difficile, parce que lui, il était un élément clé au milieu de terrain. Et le Zarrouki qui commençait à revenir, là, franchement, il fait un retour. Et, il a démarré petitement, beaucoup d'interrogations le concernant. Et puis bon, il a changé de club, et puis cette année, il a complètement changé. Il est passé à un palier supérieur. Il est allé maintenant à un niveau vraiment supérieur. Il devient un élément important de l'équipe. Il restait le troisième. Alors, il fallait le troisième. Cheribi, qui est revenu à un bon niveau, me semble-t-il. Alain Tract, que je trouve un garçon tout à fait... Bon, c'est vrai qu'il peut s'inscrire, lui, dans la durée, dans le futur, dans l'avenir de l'équipe nationale. Mais enfin, pour Ferrouli, qui n'est pas à son niveau habituel, toujours difficile. Aouar, qui n'arrive pas à s'imposer d'une façon claire et nette au milieu de terrain. Donc il y a toujours un peu d'incertitude concernant un poste. Il y a aussi Ben Taleb qui revient. L'incertitude, elle concerne les relayeurs. Voilà. Là, Belmadi, lui, il veut jouer avec une sentinelle et avec deux relayeurs. Mais de relayeurs capables qui ont la capacité d'attaquer et de défendre en même temps. Il faut quand on perd le ballon, ils doivent se repositionner. Et là, c'est ça qui. C'est tout l'enjeu. La difficulté. C'est toute la difficulté. La difficulté là. Il y a des joueurs qui sont capables de bien défendre, mais leur participation en attaque ils sont hésitants. Et on a d'autres qui peuvent très bien attaquer, mais qui ne reviennent pas très rapidement quand on perd le ballon. D'où la complexité de trouver ce trio au milieu de terrain. En d'autres termes, Moziane, vous êtes en train de dire de trouver le bon équilibre. Ah non, l'équilibre au milieu de terrain. Tout à fait. Voilà. Et quand vous avez déjà un bon équilibre au milieu de terrain, les deux autres parties devant et derrière ce milieu de terrain, il suffit de bien harmoniser le tout pour que ça marche, parce que vous avez le moteur central qui est efficace et qui fait son travail. Mais sinon, si on n'a pas cette efficacité au milieu de terrain, si on n'a pas cette homogénéité au milieu de terrain, cette entente au milieu de terrain, il va toujours y avoir des problèmes, comme il y en a eu par le passé, où la défense était toujours mise à rude épreuve parce que le milieu de terrain ne revenait pas suffisamment. Alors je me tourne vers vous, Sidi Ahmed Radis. Ben Nasser, Zénéril en a parlé, qui revient à la compétition, qui revient sur cette combo. On était hésitant, on ne savait pas s'il pouvait revenir ou pas, il l'a montré, il est présent. Montaleb qui va participer une nouvelle fois à une Coupe d'Afrique des Nations, Aouar qui va à la découverte. C'est vrai qu'il y a eu cette préparation, mais est-ce qu'il n'y a pas des craintes également sur le plan physique concernant certains joueurs ?
Aouar le joue avec l'AS Rome, il fait des bouts de match. Je pense qu'aujourd'hui, on s'attendait vraiment à ce que Ben Nassar soit dans la difficulté par rapport à ses dernières prestations avec le Milan AC. Il revenait, d'ailleurs, il est revenu un peu plus vite que prévu de sa blessure à la rotule. Donc, ce qui m'a un peu impressionné sur le match face au Togo, c'est que Ben Nassar était parmi l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Il a été exceptionnel. D'ailleurs, il est auteur d'une passe décisive, de beaucoup de beaux gestes techniques. Et surtout, il est important, comme le disait M. Neril, dans ce trio offensif. Vraiment, c'est lui qui a le plus desservi les attaquants au ballon. C'est-à-dire qu'il est toujours là, derrière les attaquants, il se projette. C'est un milieu de terrain qui n'a pas peur d'aller dans la surface adverse, qui est box-to-box, comme on dit aujourd'hui dans le jargon du football. Et vraiment, la question qu'on pourrait se poser, pour moi, le poste de sentinelle, il est acquis à Ben Taleb. Vu ses dernières prestations avec le LOSC, il revient très fort. Il a fait de gros matchs face à de gros calibres en Ligue 1, l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, pour avoir vu les matchs. Donc après, la problématique serait beaucoup plus sur les deux joueurs qui accompagneraient Ben Taleb. Et Ben Nassar, je pense que vu son dernier match, je ne sais pas si demain, Djamel Belmadi va encore le titulariser ou va peut-être le ménager et le faire jouer un bout de match et donner peut-être la chance à Chaibi ou à Aouar de débuter pour avoir un peu plus de temps de jeu. Et sur le côté droit, parce qu'on l'a vu sur le départ du match face au Togo, il était à droite, il était positionné à droite et Ferroli à gauche. Donc en 2019, c'est ce qui avait fait notre force. Ferroli, Ben Taleb et Guedioura. Donc ça avait très bien marché, la mayonnaise Ben Taleb avait pris. n'était pas en 2019. Non, pas Ben Taleb. Guedioura, Ferroli et Ben Nassar. Ben Taleb. Non, Ben Nassar. Ben Nassar, d'ailleurs, c'est la révélation du tournoi. Donc c'est ce qui avait fait un peu la force et l'équilibre surtout. De préserver l'équilibre entre la défense, le milieu et les attaquants. C'était vraiment ce trio qui faisait un gros travail, surtout à la récupération du ballon. Voilà. D'ailleurs, on en avait parlé, on avait marqué beaucoup de buts comme ça face à la Guinée, je m'en souviens. C'était sur des récupérations hautes. Et le bloc était un peu plus haut que ce qu'on avait l'habitude de voir dernièrement. Je pense qu'au milieu de terrain, ça sera la clé de notre réussite lors de cette CAN. Moziane, est-ce que sur l'équipe qui a été alignée contre le Togo, et celle qui sera alignée contre le Burundi, est-ce que c'est des indications par rapport où c'est l'équipe qui va débuter, par exemple, le premier match contre l'Angola? Déjà, l'entraîneur est déjà en train sur l'Angola. Concernant la défense, il me semble que c'est une défense qui est là depuis déjà un bon bout de temps. Les joueurs qui sont là ont la pleine confiance du sélectionneur. Et puis ils ont l'habitude de jouer, d'évoluer ensemble. Donc il me semble que la défense est en place. Et les seuls, même en attaque, il me semble qu'il y a deux postes qui sont déjà un poste. Disons, il y a Mahrez qui est indétrônable sur le côté droit. Et puis bon, sur le côté gauche, il y a encore de la place. Mais enfin, ça sera entre 2 ou 3 joueurs. Ça va se disputer entre 2-3 joueurs. Et en attaque, on a Slimani ou Bounjah et éventuellement le jeune Amoura aussi qui n'est pas qualifié pour le premier match, mais qui sera là pour le reste du tournoi. Mais on parlait du milieu de terrain. Pourquoi tant d'importance au milieu de terrain? Parce que ce sont les 3 qui sont impliqués dans toutes les actions. Qu'elles soient dans le foot, il y a c'est le cœur du jeu. Il y a deux façons. Il y a deux aspects. Oui, il y a quand on a le ballon et quand le ballon est chez l'adversaire. Exactement. Quand on a le ballon, le milieu de terrain est impliqué dans la construction et dans la prise de balle et de décision pour aller vers l'avant, la progression. Et quand on perd le ballon, ce sont aussi les premiers à pouvoir s'organiser au milieu de terrain et fermer les espaces pour éviter des passes en profondeur de l'adversaire. Donc ils sont impliqués dans les deux cas. Ce qui n'est pas le cas de la défense, par exemple. Dès que le ballon est devant, les arrières centraux, par exemple, ne sont pas trop impliqués dans la finition du jeu. Peut-être les arrières d'aile, mais pas les arrières centraux. Et la même chose pour les attaquants. Quand le ballon dépasse la ligne d'attaque et le milieu de terrain, ils ne sont plus impliqués dans la récupération de balles. Par contre, le milieu de terrain, eux, sont engagés sur tous les fronts. Et en perte et en possession. En perpétuel mouvement. Voilà. Vous avez dit il est indétrônable. Moi, je vais vous poser la question, vous avez anticipé sur ce que j'allais dire. Mahrez,
son rendement, je vais le dire, sur les derniers matchs de l'équipe nationale, il n'était pas au mieux, lui-même l'a reconnu. Est-ce qu'aujourd'hui, Mahrez, en tant que leader, pourrait pouvoir jouer, même un Mahrez amoindri, vous dites, il est indétrônable? Juste, pardon, juste une stat pour appuyer ce que vous dites. Depuis le début de la saison, je parle depuis le début de la saison, au mois de... Tout dépend du championnat. Donc généralement, c'est au mois d'août, mois de septembre. C'est le joueur qui a le plus de temps de jeu en équipe nationale. Il est à 1782 minutes depuis le début de la saison. Donc c'est un joueur important. Et c'est un joueur imprévisible aussi. Il est difficile de s'en passer quand on est sélectionneur, quand on a... J'allais vous dire, vous les entraîneurs, c'est les joueurs que vous gardez parce que vous dites qu'il peut faire la différence à n'importe quel moment. C'est vrai. Bon, les gens n'y croient plus en ces choses-là, qu'il peut faire la différence. Mais c'est un joueur important dans le jeu. C'est un joueur important dans l'équilibre moral de l'équipe, dans l'équilibre psychologique de l'équipe. Sa présence donne confiance. C'est un garçon qui est en bon terme avec tout le monde et qui est apprécié par l'ensemble de ses coéquipiers. C'est un garçon qui a une excellente éducation, qui ne parle pas beaucoup, qui est très aimé par ses partenaires, parce que c'est vraiment le gars, le bon compagnon, le bon copain, et qui est toujours là pour donner un coup de main, conseil, etc. aux autres. Donc il est très estimé par ses pairs. Sa présence rassure. C'est le relais de l'entraîneur? Sur le terrain, oui. Même s'il ne le montre pas beaucoup, mais au vestiaire, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec ses camarades. C'est quelqu'un qui leur parle, c'est quelqu'un qui rassure. Et puis bon, Mahrez, c'est quelqu'un qui est capable à un moment donné, avec un geste, avec un tir, avec une passe, qui est capable de faire. C'est vrai que parfois, quand il n'est pas bon, il vaut mieux le sortir. Donc c'est un joueur qui est important dans l'équipe, mais ce n'est pas toute l'équipe. Moi, il me semble que quand il n'est pas bon, il vaut mieux qu'il sorte et le remplacer que de le maintenir quand ça ne marche pas. Quand il a une heure de jeu ou une mi-temps où il est absent, après, on regarde à quoi ces absences sont dues, soit s'il a un problème, il peut avoir un problème physique, il peut avoir un problème d'adversaire, donc qui est rude, qui joue durement, etc. Mais Mahrez, dans l'animation du jeu, est un élément important. Il ne perd pas le ballon, il contribue, en tous les cas, à simplifier et à donner plus de clarté au jeu offensif. Et ça fait peur aux adversaires aussi. Quand vous avez en face un Riyad Mahrez pour un latéral, je peux vous dire que c'est pas gagné, quoi. Il va réfléchir à 2 fois avant de monter, ne pas laisser des espaces, parce qu'il est capable à tout moment, par sa technique, de faire la différence. Donc, quand il y a un Mahrez sur le terrain et quand il n'est pas là, les adversaires, je peux vous dire que ce n'est pas la même configuration. Bien sûr. Très bien. On va écouter Kevin Guitoun qui revient sur ce match contre le Togo et puis sur le stage également. Ouais, pour commencer, on a bien appliqué les consignes du coach qui nous avait demandé. Donc voilà, le travail a bien été effectué, on va dire. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humidité, mais c'est bien, ça va nous préparer pour la CAN. On aura un temps d'avance et c'est ce qu'il faut. Plus c'est dur, plus on est mieux préparé. Plus les jours vont avancer, plus on va être mieux. On a bien travaillé physiquement avec le staff aussi. Donc voilà, on fait le maximum pour être prêt. Ouais, ça sera encore plus compliqué. 15 heures, bien sûr, il fait encore plus chaud. Mais comme j'ai dit, c'est bien, ça va nous habituer. Et il faut qu'on joue sur des fortes chaleurs, comme ça, on sera prêt. Conditions climatiques, hein. On l'a dit, forte chaleur, il fera à peu près 34-35 degrés avec à Bouaké. 78% de taux d'humidité élevé, hein. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, il faut être déjà dans le bain. Ah, tout à fait, c'est pourquoi il est utile d'aller à l'avance, s'acclimater, s'habituer un petit peu. Ça vous donne un temps d'avance. À l'air africain, à l'humidité africaine et à l'ambiance africaine, parce que c'est pas du tout ce qu'on trouve en Europe. C'est complètement différent. Donc, aller à l'avance, s'habituer à toutes ces découvertes africaines. Mosiane, je le disais au début, vous êtes entraîneur de foot.
on a vu l'équipe nationale qui a choisi d'être dans un hôtel, de ne pas partager, de ne pas se retrouver dans ce qu'on appelle la City qui a été mise en place, où tout le monde se côtoie, tout le monde se rencontre, il y a toutes les équipes qui sont là. C'est un hôtel qui est juste à côté du stade, juste à côté. Vous descendez, vous êtes au stade. C'est une excellente chose parce que bon, les campus universitaires, on connaît ce que ça donne. Donc, on a vu, même en Europe, quand dans les Jeux méditerranéens, quand on est dans la cité olympique, dans la cité des Jeux, c'est pas évident. Il y a trop de monde, on n'est pas à l'aise, on n'a pas une concentration parfaite, alors que là, je crois que les conditions de préparation sont excellentes et tant mieux pour l'équipe. C'est mettre l'équipe dans les meilleures conditions. D'ailleurs, ils ne quitteront pas Bouaké. Ouais. Ils resteront. Leur camp de base, ça sera toujours Bouaké. Si la maître 10, le Burundi demain, est-ce que vous pensez qu'il va rentrer avec la même équipe, qu'il va apporter des changements, ou c'est l'équipe, ce qu'on verra dès l'entame du match, c'est l'équipe qui jouera contre l'Angola, le premier match? Je pense qu'il est plus dans une optique où il doit donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas. Je pense que demain, on pourrait voir Awar. Sur l'entame du match? Oui. Awar, Shaibi, peut-être des joueurs. D'ailleurs, l'horaire du match a été changé, qui était prévu à 21h comme le premier match. On jouera demain à 15h. C'est sur la demande de Djamel Belmadi. Je pense que c'est pour habituer les joueurs à de fortes chaleurs et à ce qu'ils soient prêts pour la compétition. Après, pour ce qui est de l'équipe, peut-être qu'il va faire un petit turnover, notamment dans les buts. Peut-être qu'on verra un Boulhay face au Burundi. La défense... C'est une bonne idée de faire tourner les gardiens de but? Parce que généralement, c'est un poste spécifique, le gardien de but. Oui, mais sur 2 matchs de préparation, je pense que c'est plus la réflexion et plus de trouver l'équipe qui pourrait débuter face à l'Angola. Mais sur le gardien, est-ce que... Moi je vous pose la question, messieurs, sur le poste de gardien de but, en principe, il n'y a pas de réflexion à avoir. Mandanda s'est installé dans les buts. Mandrea est clair que ça sera le... Il me semble qu'il a le ticket du numéro 1 pour l'instant. Oui, après, est-ce que Djamel Belmadi Mandrea n'a jamais joué de CAN? Donc c'est la première, il n'a pas l'expérience africaine. C'est vrai que sur les dernières prestations en équipe nationale, il a gagné sa place de numéro 1 avant le retour de Raïs Mboulhi. Est-ce que dans la tête de Djamel Belmadi, il ne se dit pas que Raïs Mboulhi fait une superbe saison avec le CRB, en Champions League, ses matchs sont exceptionnels, il revient à son meilleur niveau et il a l'expérience. Ça sera sa 6e CAN, c'est pas rien. Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu, mais je ne pense pas que la réflexion... Enfin, pour le match de demain, il me semble que Belmadi va continuer à brouiller un peu les cartes. Oui, je pense aussi. Ça m'étonnerait qu'il mette l'équipe qui débutera contre l'Angola. Donc il va continuer un petit peu à essayer de voir un peu tout le monde, probablement avec un œil très attentif sur des postes sur lesquels il hésite encore. Ouais. Sur 1 ou 2 postes, je crois qu'il a une hésitation, donc c'est là qu'il va axer son regard et sa réflexion. Mais pour le reste, je crois qu'il a déjà l'équipe. Il a arrêté. Oui, tout à fait. Je lui avais d'ailleurs posé la question en conférence de presse. Il m'avait dit encore une réflexion sur 2 postes. Mais d'ailleurs, sur le côté gauche, la particularité du match face au Togo, c'était de pouvoir jouer sur la polyvalence et de mettre Ounas sur le côté gauche. Lui qui a déjà joué à gauche en club et même en équipe nationale. À la CAN 2019. Il a joué à gauche. Ouais, mais aujourd'hui, c'est vrai que son poste de prédilection, c'est de jouer à droite. Après, il peut dépanner à gauche et c'est un joueur qui a tellement de qualité technique qu'il peut s'imposer même derrière l'attaquant. C'est un joueur polyvalent. On va retrouver maintenant des joueurs de l'équipe du Burundi à la veille de cette rencontre. On espère jouer un beau match parce qu'on est venu, on se prépare pour les phases de la Coupe du Monde. C'est pour cela qu'on est venu ici, mais l'Algérie, ça reste toujours une très grande nation de foot. Mais j'espère qu'on va faire un beau match. Ouais, on est bien préparé. Ouais, c'est juste un match amical, mais bien sûr, aussi on veut voir on est sur quel niveau et tout, tu vois. Et c'est pas la première fois qu'on joue contre l'Algérie. On a déjà joué contre eux, même lorsqu'on était en train de préparer Coupe d'Afrique. C'était au Qatar 2019, on a joué contre eux. On a fait un but partout. Donc aujourd'hui, demain on va jouer encore. Donc et on est juste bien préparé. Et c'est l'équipe qu'on respecte. Donc le meilleur gagne.
Et voilà, ça nous avait réussi d'affronter le Burundi en 2019. Peut-être on espère que ça va nous réussir cette fois-ci pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de l'Angola, futur adversaire de l'Algérie, tout juste après cette courte page publicitaire. L'Angola, premier adversaire de l'Algérie, 117e au classement FIFA, une équipe angolaise qui devra se priver de ses meilleurs joueurs, notamment l'attaquant qui évolue à la Fiorentina, 2 joueurs également qui ne viennent pas. Est-ce que, comme ça, sur le papier, on peut dire que le 11 national est favori? Maintenant, il faudra concrétiser tout cela sur le terrain, et d'autant plus que l'un des points forts des Angolais, c'est leur défense. C'est de défendre. Ils n'encaissent pas. Bloc bas, ils laissent venir l'adversaire, et c'est une équipe qui ferme complètement. 5 buts encaissés seulement. Je crois que il faut se méfier de dire qu'il y a des équipes faibles aujourd'hui en Afrique, et quelle que soit la composante de l'équipe, dès qu'une équipe est qualifiée à la phase finale de la Coupe d'Afrique, les équipes sont imprévisibles. La dernière Coupe d'Afrique des Nations nous a montré justement absolument, les Comores, Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Bien sûr. La Gambie. D'un détenteur de titre à être éliminé dès le premier tour, ça a été une grosse surprise. Donc, pour ma part, il n'y a pas d'équipe faible en Afrique. Donc, l'Angola ou le Nigeria, il faut entamer le match, ou le Sénégal. C'est de la même façon. Il faut se préparer convenablement. Il faut gagner le premier match parce que c'est important d'entamer la compétition avec une victoire. Avec une victoire, parce que sinon, après, ça devient compliqué. Il y aura trop de calculs et ça fausse complètement j'allais dire, l'équilibre mental du groupe. Donc, dès le départ, ce match-là, il faut le préparer sérieusement et rentrer pour gagner le match. Pas plus tard que ce matin, je suis en train de regarder, lors du dernier match, la première sortie en dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'analyse technique du match. Ouais. Si on regarde les XG, c'est-à-dire les occasions, voilà, les occasions de but qui auraient pu être transformées en but. On en a eu 12. 12 occasions. On n'a pas marqué. Possession de balle, les corners, tout, et le ballon n'est pas rentré. Et on a vu les conséquences. C'est pour ça que je vous rejoins sur ce que vous dites, M. Néril, quand vous dites le premier match, il faut le gagner, parce qu'il est déterminant. Ouais, et on a vu également, sur un plan mental, comment est-ce que le doute s'installe. Alors qu'on est resté sur 35 matchs sans défaite, on a encaissé un but sur le deuxième match et tout est parti en vrille. Ce but, on est resté courir après un but. Après, ce n'est pas les mêmes conditions. Voilà. On est sur 2 conditions complètement différentes. Il y avait le Covid. Il y avait le Covid, il n'y avait pas assez de temps de préparation, les habitudes ont été changées, les joueurs n'étaient pas dans les meilleures conditions. Or que là, on a eu le temps, on est dans les meilleures conditions au Togo, on va aller à Bouaké, vous l'avez dit, on sera dans un hôtel, loin de la cité Cannes et loin du bruit et de ce mélange qui pourrait un peu déstabiliser ou déconcentrer les joueurs. Par contre, moi là où je suis un peu, pas sceptique, mais je dirais méfiant, c'est par rapport au fait qu'on joue face à l'Angola, une équipe qui se regroupe très bien derrière. Et on l'a vu, on a souvent eu des difficultés face à des équipes qui étaient en bloc bas et où il fallait faire le jeu. Vous n'avez pas d'espace, les espaces sont complètement réduits. Il faut aller les chercher, il faut aller trouver des passes dans les intervalles, déstabiliser le bloc adverse. Et c'est une équipe qui défend très bien, pour avoir vu le dernier match de préparation. 0-0 contre la République démocratique du Congo. 0-0, et c'est un bloc qui joue en 4-5-1, très regroupé, on ferme, on est dense, il y a beaucoup de densité dans l'axe. Et là, vraiment, il va falloir que nos joueurs trouvent les solutions et soient patients. C'est là la grosse difficulté. On est dans un groupe, tout de même, messieurs, abordable. Mourabitoun, 3e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso. Le Burkina, c'est une équipe qui nous a toujours posé des problèmes. Il y a toujours de la qualité. Et je tiens à rappeler l'Angola, meilleur parcours. C'est en 2010 où ils avaient atteint les quarts de finale. On avait fait match nul. Ils n'ont jamais dépassé les quarts de finale de la compétition. Mais le Burkina, c'est une équipe qui arrive toujours à se placer, il y a de la qualité. Et on les a vus, on les a joués à Blida plusieurs fois. C'est une équipe accrocheuse, avec de la qualité technique, une équipe qui arrive dans les transitions, ils sont très bons également. Une présence physique impressionnante aussi. Ils ont beaucoup de grands gabarits, donc ils nous imposent des duels, ils nous imposent un combat au corps à corps. Et là, ça devient difficile pour l'équipe nationale. D'autant plus que si on n'arrive pas à développer notre jeu sur le plan technique, en termes d'animation, où il faut savoir tenir le ballon, se déplacer constamment,
parce que aussi jouer de façon latérale ne rime pas à grand-chose. Donc il faut des déplacements, des permutations entre joueurs pour justement que les transmissions de balles puissent se faire dans la profondeur et provoquer et aller chercher à marquer des buts. C'est pour ça que des garçons comme Mahrez, des garçons comme Ounas, Chaibi, Amoura, malheureusement il ne sera pas là. Mais enfin, oui, sur le premier match, des garçons où il y a de la technicité, il y a des capacités individuelles à aller provoquer l'adversaire, peut ramener beaucoup de fautes. Donc il faut jouer aussi sur ça. Il faut savoir provoquer l'adversaire et aller très vite à l'entrée des 18 mètres pour... Là, il va y avoir peut-être beaucoup de fautes de la part de l'adversaire. Et là, on commence, j'ai vu sur le match là, qui vient d'être joué contre le Togo, il y a, me semble-t-il, en tous les cas, une meilleure coordination dans les balles arrêtées. Oui. Ce qui n'a pas été on n'a pas été très bon ces derniers temps, mais là, il me semble que ça a été travaillé, qu'il y a une meilleure coordination dans les appels de balles, dans les contournements de la défense et tout. Il y a de la recherche et de la réflexion sur les balles arrêtées. Et il y a de la qualité aussi, chez les tireurs. Oui, on a de bons joueurs sur les balles aériennes. Exactement. Sur les coups de pied arrêtés, on a de bons tireurs, donc il va falloir en profiter. Et je rejoins Mézianéré quand il dit qu'il y a eu un travail, on sent qu'il y a eu un travail qui a été fait. En plus, on a de bons joueurs de tête. Ça serait dommage de ne pas. Ben Sebaini, Slimani, Mandi, il y a aussi Gueton. Il y a de bons joueurs qui peuvent apporter. Toba aussi, exactement. Donc il va falloir. Je pense que ça sera une des clés. Dans un match qui sera complètement fermé, on peut débloquer la situation par des balles arrêtées. Messieurs, vous l'avez entendu 1 million de fois depuis avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. La troisième étoile, mais moi je vais vous la poser différemment. Est-ce que l'Algérie, pour vous, fait partie des favoris ou non, outsider? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Je crois que nous ne sommes pas le seul favori, mais nous faisons partie du groupe des favoris. On est peut-être 5 ou 6 équipes à avoir vous pensez cette à qui? ambition-là. Je pense déjà pays organisateur, la Côte d'Ivoire, je pense au Nigeria, je pense au Maroc, je pense à l'Égypte, je pense à l'Algérie. Voilà, les équipes qui me semblent, en tous les cas, et même la Tunisie, sans oublier la Tunisie. Donc c'est vrai, on ne les voit jamais arriver, et après on les retrouve. Ils sont toujours là. Ouais. Si c'est cette équipe nation qui ont de l'ambition et qui ont de la qualité dans leur effectif, pour, en tous les cas, avoir l'ambition d'aller le plus loin possible et pourquoi pas décrocher la Coupe. Pour les équipes du Maghreb, ça a toujours été très compliqué. Hein. Ouais. Je n'ai pas de souvenir comme ça d'une équipe maghrébine. Elle se compte sur les bouts des doigts. C'est l'Égypte en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, chercher. En Afrique centrale. Une Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a un peu. Il y avait aussi. Il y a l'Égypte, c'est tout sinon. Si, il y avait une autre nation. Non, je n'ai pas souvenir. Je pense que si, dans une des éditions des années 80 ou peut-être 90, je ne me rappelle pas. Mais de souvenir, il y a l'Égypte. Après, il y a une autre nation. Je pense que. Du Maghreb? Oui. Ah non. Non, je peux vous le dire, non. Du Maghreb, non. En 1990, je peux vous les donner, les vainqueurs, sur les dernières éditions. Je peux remonter à partir de 80, de la participation algérienne. Hein. Donc la participation algérienne jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas une équipe du Maghreb. Dans les années 80, non? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, parce que les Tunisiens l'ont gagné qu'en 84. Le Maroc, si le Maroc. 88. Voilà, Maroc. 88, ils l'ont pas gagné. 88. Non, le Maroc ne l'a pas gagné en 88. Je pense que... Non, ils n'ont pas gagné. Non, ils ont été éliminés. Non, c'est pour ça que je vous dis non. Aucune. Le Maroc l'a gagné en Tunisie. Ils ont joué contre la Tunisie en 1994. On aurait dû aller, on n'est pas parti, on ne va pas refaire l'histoire à l'affaire Carouf. Donc c'est pour ça, je vous dis non. Donc pour revenir, toujours la difficulté d'aller chercher, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Une victoire, une consécration. Mais quand on a l'ambition, quand on fait partie des favoris, il faut terminer premier du groupe. C'est tout l'enjeu. Bah oui. C'est déjà pour rester à Boaké, pour jouer le deuxième ou le meilleur troisième, ce qui serait un avantage pour les quarts de finale. Et c'est toujours... Huitième. Oui, les huitièmes de finale. Voilà. Exactement. Donc ça sera justement un avantage de plus et une motivation pour terminer premier du groupe. Et je pense que c'est vraiment l'ambition des hommes de Djamel Belmadi, déjà d'effacer la dernière... On y pense. Est-ce que quand on rentre dans la compétition, on pense à la dernière? Je pose la question. Ça peut revenir.
Enfin, où on tourne la page, ça y est, c'est fini. Je crois que la page est tournée. Bon, on peut l'évoquer. Ouais. Peut-être l'évoquer dans le discours d'avant-match. On peut l'évoquer, se dire qu'on n'a pas le droit de refaire les mêmes erreurs et de faire la même chose. Tout simplement. Mais la page, me semble-t-il, est tournée et il faut regarder devant soi. Les matchs de Coupe d'Afrique, il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas de... Les seuls calculs, c'est d'abord le premier match, et le premier match, il faut le gagner. C'est le seul calcul. Quand vous rentrez dans après le premier match... je pense qu'à partir du troisième match, vous calculez. À partir du troisième match, là, effectivement, on peut commencer à si vous faites reposer vos joueurs, faites pas reposer, c'est toute la question. Parce qu'après, il y a une deuxième compétition qui débute, qui est complètement différente de la première partie. C'est les matchs à élimination directe. Et là, c'est notre compétition. C'est ce qui s'est passé en 2019. Ouais. On avait très bien débuté et par la suite, sur le troisième match, il y a eu une équipe complètement remaniée. Elle a fait tourner pratiquement tout l'effectif. Et sur les 11, on les a retrouvés face à la Côte d'Ivoire. Ils étaient en super forme parce qu'il y avait le luxe de faire reposer ses joueurs. Et encore, on avait un pénalty qui avait été raté par Boudja. Exactement. Parce qu'on s'est retrouvé sur une série de tirs au but. Et là, la série de tirs au but, c'est la roulette russe. C'est pour vous dire. Mais je tiens juste à rappeler que quand vous faites tourner l'équipe également, vous impliquez tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est impliqué, même ceux qui sont sur le banc, parce qu'ils font partie de l'équipe. On a tendance à l'oublier en disant les titulaires et les remplaçants. Ça fait partie aussi de la gestion intelligente du groupe. Quand on assure sa qualification à la première place, après, bon, il faut aussi faire intéresser tout le monde et ça fait partie du management d'un groupe. Ça fait partie du management, d'une part, et puis c'est surtout dire aux autres que vous n'êtes pas là pour juste accompagner l'équipe qui joue, mais vous êtes là aussi comme acteur. Donc vous participez et c'est à vous de démontrer que vous êtes mieux que les autres. Donc tout le monde est impliqué. Et quand les garçons se sentent impliqués, il y a une cohabitation qui est meilleure dans le groupe, une parfaite entente, puisque les chances sont égales pour tout le monde. Donc tout le monde est concerné par le futur de l'équipe. Et à ce moment-là, bien sûr, on a une meilleure ambiance, une plus grande confiance et plus de possibilités d'aller vers l'avant. Après, Mamar, sur ce genre de tournoi, parce qu'il y a tellement il y a une succession de matchs en un laps de temps très court, on peut jouer jusqu'à 8 matchs en un mois. Je pense qu'on a vu par le passé des exemples de joueurs qui n'étaient pas titulaires au début de la compétition et qui ont fini par la suite de donner un titre ou marquer un but qui soit décisif alors qu'ils étaient remplaçants au tout début de la compétition. Donc c'est pour dire un peu qu'on a besoin de tout le monde et que chacun peut à n'importe quel moment... Un groupe vit mieux quand tout le monde est impliqué. Bien sûr. Tout à fait. Parce que ceux derrière, ils poussent également. Ils sont là. Pour revenir, Mosiane Eril, vous êtes pour une approche sur une telle compétition. Les jeunes d'aujourd'hui, on sait, les joueurs d'aujourd'hui, c'est une autre génération, ça vit réseaux sociaux, ça lit beaucoup. Est-ce que pour vous, vous dites, il vaut mieux les laisser dans une tour d'ivoire, concentrés, et vous demandez à vos joueurs, laissez tomber les réseaux sociaux et tout ce qui peut se dire, mais vous dites non, c'est libre, c'est libre. Même si vous le dites, même si vous prenez toutes les précautions qu'il faut, il y aura toujours quelques-uns qui iront encore consulter les réseaux sociaux. Mais enfin, c'est pas... Aujourd'hui, ça fait partie mais est-ce que ça peut influer négativement du vécu de sur tout le monde, comportement d'un joueur? On l'a vu, des fois, il y a des critiques comme ça, quand vous lisez, parce que... Non, mais vous pouvez être sûr, hein, vous ne pouvez pas les empêcher, donc autant libérer tout cela et rendre banal d'aller sur un réseau social ou d'aller consulter ses pages, etc. Je crois que il faut. Ça fait partie de la vie du jeu et les joueurs le ressentent comme ça aujourd'hui. C'est en interdisant en fait que ça devient problématique. Je dis pas en interdisant, je dis écoutez bon. En limitant. Oui, vous pouvez le dire. Voilà. À partir de telle heure, s'il vous plaît, essayez quand même de ne plus aller sur les réseaux.
il faudra vous reposer parce que vous avez un entraînement à faire, il y a des matchs à faire, donc on a besoin de vous. Après, je pense qu'ils sont professionnels, on n'a pas besoin de leur dire ça. Tout à mais fait. aujourd'hui, il faut des fois, ça peut saper le moral. Non, mais Amar, il faut accepter le fait aujourd'hui que les réseaux sociaux font partie de notre vie, font partie de notre quotidien. Donc, Méziane Néret avait dit quelques joueurs iront. Moi, je peux vous dire que tous les joueurs iront sur les réseaux sociaux. Je l'ai vécu et aujourd'hui, il faut accepter le fait que ces réseaux sociaux font partie intégrante de la vie du quotidien des joueurs. On aura le temps de décrypter en attendant le premier match. Je rappelle, ça sera lundi prochain à 21h, heure algérienne. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés à ce qu'on appelle l'harmonisation des calendriers. La Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe asiatique se déroule au mois, on le voit, au mois de janvier. Donc ça met en difficulté, parce que la majorité des équipes, pour les équipes nationales, la majorité de leurs joueurs viennent des championnats étrangers, donc les championnats qui débutent, les coupes également nationales, et vous avez, pour ceux qui jouent dans les grands clubs, les compétitions européennes. 10 joueurs ont dit non, merci à la sélection, priorité au club. Des entraîneurs, notamment Klopp, qui demandent à ce que ces joueurs, notamment Mo Salah, son équipe, l'Égypte, soient éliminés le plus rapidement pour récupérer son joueur. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Méziane Néret? C'est une pression qui s'exerce sur les joueurs. C'est un débat qui a toujours existé. Mais au moment où on parle d'harmonisation, bien voilà. Et je rappelle que les clubs, c'est eux qui payent les joueurs. Sauf pendant la période de la compétition. Période de la compétition, ils ne sont pas payés par les clubs. C'est les fédérations. C'est la sélection. Mais disons la priorité. C'est pour cela qu'il faudra changer. Il faudra harmoniser en tous les cas les calendriers des compétitions. C'était l'un des gros dossiers de la FIFA. Parce qu'il y a un gros problème entre... Il n'y a pas d'équilibre entre les compétitions de clubs et les compétitions des sélections nationales. Aujourd'hui, il y a parfois des compétitions telles que la CAN qui se déroulent en même temps que les compétitions de clubs européens. Si vous allez le plus loin possible, si vous faites les 7 matchs, vous allez jusqu'à la finale, eh ben, vous ratez le 8e de finale de Champions League. Absolument, absolument. Donc, il faudra aller vers une autre forme d'organisation, ça c'est clair, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il viendra le jour où les joueurs vont avoir tellement de problèmes et de pression de la part de leur club qu'ils les payent. Et qui les forcent en tous les cas de plus aller en sélection. Vous avez des clubs sur les années de Coupe d'Afrique des Nations qui disent « nous, on ne veut pas de joueurs africains ». Absolument, absolument. Donc il faudra trouver des solutions. Et on ne pourra pas le faire chacun de son côté, on ne pourra le faire que dans le cadre des négociations entre les confédérations et la FIFA. Donc c'est dans les congrès que ça se passe, c'est aux confédérations de proposer peut-être probablement d'autres dates. Il faut aller aussi, les joueurs aujourd'hui c'est comme des machines aussi. Il faudrait, beaucoup se plaignent de la multiplication. Il faudra aller vers des repos obligatoires. Bien sûr. Comme on impose les dates FIFA, il faut imposer des repos obligatoires aux joueurs. Aujourd'hui, il y a aussi en Europe, nous aussi on est un peu comme eux, il y a beaucoup de dates, par exemple, à partir du mois de janvier, février, il va y avoir une trêve de 3 ou 4 semaines, etc. Ces trêves-là, elles servent à quoi en fin de compte? Elles servent à quoi? Elles servent juste peut-être à arranger les clubs professionnels, les clubs européens, pour se réorganiser, s'équiper de nouveau, se renforcer de nouveau pour être meilleur, pour avoir de grandes compétitions. Mais elles ne servent pas les sélections nationales, par exemple. Alors que c'est une belle période pour servir les équipes nationales et pour jouer à... Aujourd'hui, il y a un rapport de 80% en faveur des matchs de club et 20% pour les sélections nationales. Tout à fait. Moi, j'ai lu un article d'Arsène Wenger dans lequel il dit « Mon objectif est d'aller vers un équilibre, 50% de matchs pour les équipes de club et 50% pour les équipes nationales. » Donc, il faut tendre vers un autre mode de fonctionnement. Et généralement, quand on a proposé, par exemple, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe, du monde, championnat des clubs, etc.,
tout le monde a refusé parce que ça tue le football. Et trop de football nuit au football aussi. Donc il faut aller vers des compétitions. La montée au créneau également des joueurs au niveau international. Des compétitions de qualité. Il faut aller vers des compétitions de qualité. Peut-être pour ce qui concerne les matchs qualificatifs à la Coupe du Monde concernant la Confédération africaine. Probablement, peut-être que c'est à partir des quarts de finale de la CAN, ceux-là sont déjà qualifiés à la Coupe du Monde. Ça vous permet de gagner, bien sûr, d'aménager. Donc il faut engager une réflexion. Voilà, il faut aller vers une autre forme. Mais ça permet d'alléger aussi le calendrier pour certaines nations. D'ailleurs, vous le disiez, Mohamed Jabbour, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. J'ai en mémoire et en souvenir Willy Sagnol, qui était à la tête des Girondins de Bordeaux à une époque. D'ailleurs, le championnat le plus touché par la CAN, c'est la Liga. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France. Il nous reste une minute. Alors, je vais vous demander d'aller plus vite. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a Pellegrini qui va perdre aussi 3 joueurs, mais lui, de son côté, défend les sélections. Oui, mais bon, ça après, c'est des approches. Non, mais il défend les sélections parce qu'il a entièrement raison. Il y a un temps pour la sélection. Je ne comprends pas comment des joueurs refusent une sélection et de jouer la CAN pour rester en club. Vous savez, vous avez tout le temps de jouer des compétitions en club. Par contre, en sélection, c'est une fois tous les 2 ans qu'on joue une CAN. Mais quand il arrive, il faut voir les cas. J'ai regardé les cas. Mais il y a des joueurs qui n'hésitent pas à aller au clash avec leur club. Le Tunisien, il a dit, moi, écoutez, c'est compliqué. Donc, après, je rejoins Pellegrini dans sa réflexion. Il est là pour défendre un peu les nations, lui qui est chilien et qui a eu à prendre une sélection uruguayenne. Au-delà de ça, aujourd'hui, c'est une réflexion qui devra être, comme l'a dit Michel, pour alléger un peu le calendrier pour ce continent qui en souffre, parce qu'on ne peut pas tout le temps jouer une Coupe d'Afrique. Je pense qu'une harmonisation, elle doit toucher l'ensemble. Non, mais plus le continent africain. Parce que les Asiatiques, ils jouent maintenant. Ils vont jouer c'est très rare. Une Coupe d'Asie. Ouais. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. On ne parlera pas du choc Serbie-JSK, ça c'est une finale avant la lettre, c'est une belle affiche, c'est ça le hasard du tirage au sort de la Coupe d'Algérie. Monsieur Néril, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Toujours intéressant de vous recevoir, de débattre et de parler football, de la passion qui nous réunit autour de cette table. Sidi Ahmed Redis, merci. Vous allez prendre le relais durant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Ça débute, je le rappelle, dimanche prochain, cérémonie Vous serez en Côte d'Ivoire. Je serai en Côte d'Ivoire. Avec nous chaque lundi. Le 13, début de la compétition. L'Algérie jouera le 15. Premier adversaire, l'Angola. Merci messieurs, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous dis au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.